Boa noite a todos, a todas, bem-vindos Soyez les bienvenus a esse nosso à encontro cette com notre Edgar Morin. rencontre avec É Edgar um Morin. prazer muito grande C'est un grand plaisir estar aqui nesse momento, d'être ici, nessa dupla dans ce moment, audiência, cette double audience, au milieu de cette double audience. dia tão caloroso. Aujourd'hui, cette journée-ci chaude à São Paulo, E eu et tenho muito prazer, muita j'ai alegria beaucoup de plaisir, mais un grand plaisir, une grande joie de pouvoir a nossa commencer encontro. notre rencontre. Bom, em primeiro lugar, eu Bien, diria, d'abord, je dirais, para apresentar nosso en guise de querido présentation, la présentation d'Edgar Morin, notre cher Edgar Morin, que ça c'est quelque chose de très complexe. é realmente algo muito especial. C'est vraiment quelque chose de Eu não sei se spécial. começo Je ne sais pas falando si do je amigo, commence par parler de l'ami, de l'intellectuel, du grand philosophe, cultural, de l'animateur mundial, culturel da mondial, pessoa que está lançando de hoje cette personne qui vient lancer aujourd'hui avec nous 3 do livres, grande escritor. 3 ouvrages, Nós teríamos un grand écrivain. quantidade Nous imensa aurions de donc aspectos, une grande quantité d'aspects assez todos complexes os temas para poder avec tous ces apresentar thèmes pour pouvoir para les vocês présenter todos, à vous aqueles que tous, não conhecem. ceux qui ne connaissent pas qui est Edgar Morin. Et d'abord pour vous dire que nous, ici au CESC, nous avons un énorme plaisir depuis des années de l'avoir comme notre ami, notre directeur, notre conseiller, quelqu'un qui travaille avec nous dans plusieurs sujets, sur plusieurs sujets, qui a participé aussi au travail des préparations de nos équipes en discutant des thèmes, des questions, en discutant avec nous l'actualisation de la question culturelle dans le monde et au Brésil, du rapport nord-sud entre les pays les plus avancés, les plus développés et les pays périphériques, comment travailler ces questions, toutes ces rencontres, comment travailler avec ces différences dans un monde de plus en plus troublé, plein de questions si graves. Donc, il est pour nous un appui, un phare, un orientateur très important dans nos réflexions. Il a été aussi, il est toujours un grand penseur tout le temps sur toutes les questions qui intéressent aujourd'hui au monde entier. La science, la technologie, la culture, la politique, les finances, les rapports nord-sud dans le monde et les rapports entre les pays du Sud et d'autres pays du Sud, Sud-Sud. Toutes ces questions sont présentes dans la pensée d'Edgar Morin, un philosophe, un sociologue, un anthropologue, quelqu'un qui réfléchit si longtemps sur ces questions et de manière si profonde et si sérieuse. Donc la question de la complexité devient quelque chose d'absolument fondamental et très important. Nous avons donc plusieurs manières d'approcher. Je vais juste citer quelques points pour que vous puissiez ensuite l'écouter. C'est ce qui nous intéresse en ce moment. Je dirais en premier lieu que notre présentation fera partie aussi de notre portail Internet où nous avons un espace spécial réservé, un site électronique exclusif dans notre portail CESC pour la pensée, la personne, la proposition d'Edgar Morin et toutes les discussions qu'on pourrait faire. Donc vous pourrez avoir accès à ces informations, même des aspects de sa biographie qu'on ne va pas citer ici, mais vous aurez accès à tout ça. En deuxième lieu, je voudrais dire que cette rencontre est transmise en ce moment par Internet, sur Internet, et sera ensuite à disposition de tous, pour ceux qui le désirent. Donc ces deux éléments sont fondamentaux pour qu'on puisse mieux comprendre sa proposition. Et enfin, parler des livres qui sont déjà à disposition de tous. Et j'ai le grand plaisir de dire que nous, ici au CESC,
à partir de tout un encouragement de tant d'années, nous sommes aussi en train de préparer non seulement des questions, présenter des personnes, des propositions, mais aussi au moyen des publications que nous faisons. Nous diffusons ces livres d'Edgar Morin. Maintenant, ces 3 livres, ces 3 journaux. Le premier, le Journal de Californie, qui rapporte l'année de 1994, quand il a été en contact avec des groupes scientifiques de Californie. Et là, il a eu l'occasion de réfléchir sur les questions référentes à la science, à la connaissance, à la culture, et invité de l'Institut Salk pour participer pendant cette période sur des réflexions scientifiques sur la science. C'est donc un rapport de son expérience et ses rencontres avec la pensée américaine, avec ce que c'est ce pays, les caractéristiques d'un pays comme les États-Unis et sa trajectoire comme un être humain et comment cette étrangeté, quand il s'est approché d'abord de la vision américaine et puis la science, et toujours en cherchant à mieux comprendre la réalité de ce pays. Et deuxièmement, c'est l'année Sisyphe qui porte sur son moment 1994-95, réfléchit sur la difficulté du monde à ce moment. C'est un rapport de cette expérience et de ce moment qui est très spécial et ça vaut la peine de le connaître. De connaître cette réflexion sur toute la réalité du monde. L'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, tout ce qui se passait dans tous les pays à ce moment-là. Et enfin, le 3e livre, Pleurer, aimer, rire et comprendre, qui réfléchit aussi sur l'année de 95, qui est l'année où ces réflexions ont été prises en compte, et en continuant ce processus de comprendre, d'essayer d'expliquer et d'approfondir ses connaissances. Donc pour nous, c'est un grand plaisir, très, très grand plaisir de pouvoir l'écouter. Nous n'aurons pas de questions plus tard d'organiser une soirée d'autographes. Je regrette, mais étant donné les rendez-vous, les engagements déjà pris par Edgar Morin, demain matin déjà, il doit partir vers la ville de Natal pour une série de conférences et puis il ira au Maroc, au Mexique. Il vient de Berlin. C'est un homme du monde, c'est un homme qui a une grande action dans le monde. Et donc, il faut prévoir ces temps aussi, mais là, on n'aura pas la possibilité de prolonger notre conversation. Mais nous aurons la possibilité maintenant de l'écouter, mais pas les autographes ensuite. Ce qui, je suis sûr qu'il le désirait aussi, ce ne sera pas possible. Mais plus que jamais, je vais m'arrêter et on va écouter Edgar Morin et ce qu'il va nous dire à propos de cette expérience extraordinaire et de ces 3 publications qui sont là à disposition de tous. Edgar Morin, c'est avec vous. Merci beaucoup. Querido amigo Danilo, mon cher ami, queridos amigos pessoas aqui presentes e amigas, amigos desconhecidos que me ajudam tanto. Vou falar em francês. Je vais parler en français à partir de maintenant. Il y a la traduction simultanée. Pourquoi des journaux? Pourquoi écrire son journal? Pourquoi? En ce qui me concerne, je pense que c'est quand j'étais adolescent, à partir de 12-13 ans, j'étais fils unique. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. J'avais beau avoir des copains à l'école,
mais j'avais une très grande solitude intérieure. Et je ne parlais pas à mes amis de mes problèmes les plus profonds, les plus vitaux. Alors, j'ai fait un journal, mais c'était un carnet, c'était du papier, c'était avec une plume. Et c'est-à-dire, c'est devenu un confident. C'est devenu mon confident. C'est à lui que je confiais mes soucis, mes peines, mes pensées, mes réflexions. Et ce journal confident était une sorte d'ami intime. Mais vous savez, après, quand j'ai écrit à la machine à écrire, et puis maintenant, depuis des années, j'écris avec un ordinateur, il est évident qu'il n'y a plus cette présence physique du journal, du carnet qu'on a dans la poche. Mais bon, c'est une autre forme de journal. Les journaux, d'ailleurs, j'ai arrêté mon journal d'adolescence, de jeunesse, à l'âge de 20 ans, quand, sous l'occupation nazie en France, j'ai pris la décision d'entrer dans la résistance, c'est-à-dire de courir des risques, d'avoir une vie extrêmement active, et j'ai abandonné le journal pour de très longues années. Mais j'ai repris, d'ailleurs, une première fois, je l'ai repris après une hospitalisation à New York, où je suis resté 1 mois dans le coma, et je me suis dit, mais voyons, après une vie très dispersée, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est l'essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je crois? Ce sont des questions que je me pose toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais écrire un peu pour méditer. Quand après, j'étais rapatrié en France, j'étais en convalescence sur la côte d'Azur, la mer Méditerranée, et j'avais commencé à écrire ces réflexions. Et puis j'ai fait ma première sortie, parce que j'étais encore au lit, sur une chaise roulante. J'ai fait ma première sortie à pied. C'est-à-dire, j'ai quitté la vie végétative pour entrer dans la vie animale. Et de marcher dans le soleil, de voir les fleurs, les plantes, les gens, de voir tout ça, ça m'a émerveillé et j'ai commencé à noter. Et en continuant mes réflexions, mais je continuais, j'ai recommencé ma vie. Je voyais des gens, j'allais au cinéma, je faisais des repas. Et alors, j'ai fait une sorte de journal entremêlé avec cette méditation que j'ai publié 10 ans plus tard, d'ailleurs, sur le titre « Le vif du sujet ». Puis j'ai eu des interruptions, mais dans le fond, un journal, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Un journal quotidien que l'on tient à chaque jour de sa vie, c'est tout d'abord une lutte contre le temps. C'est pour faire en sorte que le jour qui passe ne se dissolve pas entièrement et qu'il en reste une trace à partir de laquelle je pourrais plus tard le ressusciter, au moins par la mémoire et dans l'esprit. Un journal, c'est en sorte vouloir courir après la vie qui fuit, c'est-à-dire en essayant de ramasser des miettes sur son passage. Et vous savez, c'est vrai que quand je relis 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans après des notes de journal, j'ai un très grand plaisir de retrouver des personnes, des événements
que sinon j'aurais complètement oublié. Et puis, un journal, c'est aussi ce qu'on peut appeler un bouillon de culture. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions, il y a des notations, il y a des idées, il y a des pensées, il y a tout ceci qui se trouve mêlé à ce journal qu'on met là, mais qui vont en quelque sorte pouvoir être des germes de quelque chose qui va venir plus tard, mais qui de toute façon sont pour moi intéressantes parce que là aussi, parfois, vous savez, j'ai une idée qui arrive en moi comme une hirondelle. Mais si je ne la note pas, l'hirondelle s'enfuit et je ne sais plus ce qu'il y en est. Alors, donc, vous voyez le charme, pour moi, le journal. Et puis, dans le fond, après donc ce journal de 1962, le vif du sujet, il s'est passé quelques années, mais quand j'étais invité à l'Institut de recherche biologique Salk à San Diego, à Californie, pour un an, je me suis dit, il va m'arriver des choses intéressantes, il faut que je tienne un journal. Et d'ailleurs, la première chose intéressante, bien que désolante, qui m'est arrivée, c'est qu'à l'aéroport, pendant qu'on était avec ma femme au Fritax, l'appel pour l'avion s'est fait, et quand nous sommes arrivés à la salle de départ, on nous a dit, à nous et 3 ou 4 passagers, que l'avion était plein. Ils avaient procédé à ce que les compagnies font de surbooking, c'est-à-dire ils donnent plus de place que de gens en pensant qu'il y en a qui ne viendront pas. Donc, je n'ai pas pu partir et j'étais avec une autre foule de gens rejetés des avions. On a dû être logés dans un hôtel, prendre un avion pour Chicago, de Chicago à Los Angeles. Bon, des choses. Bon, mais ce n'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est que j'ai vécu une belle double expérience. D'ailleurs, le Journal de Californie est un des journaux. Quelle est cette double expérience? D'abord, une expérience existentielle. Vous savez, c'était une époque où il y avait ce qu'on appelait le mouvement hippie, la contre-culture. Il y avait un jaillissement dans cette jeunesse californienne, une inspiration qu'il traduisait dans les mots de peace, love, paix, amour, une volonté d'avoir une vie plus commune, plus communautaire, d'être délivré de toutes les contraintes de la vie, de vivre une vie plus simple, de relations, d'amitié. Et il y avait cette vague, vous savez, et il y avait aussi des gigantesques manifestations qu'on appelait les park-in. C'était parfois 100 000 jeunes qui étaient dans un vaste parc avec un orchestre rock qui, bien entendu, arrivait toujours en retard et dans un état second, une sonorisation très puissante, et à ce moment-là, emporté par la musique, il y avait des extases collectives. Bon, il y avait tout ça, il y avait beaucoup de choses, je ne vais pas vous raconter ce livre, mais vous savez, j'ai vécu quelque chose, un moment merveilleux qui n'a pas beaucoup duré, mais qui était un moment de ces grands moments où l'on fraternise, où on la regarde autrui, où on se comprend mutuellement. Et donc, et puis en plus, il faut dire que avec les amis que je m'étais fait dans cet institut, des chercheurs, des biologistes et autres, on passait. Alors, il faut dire que moi, la journée, quand je rentrais dans ma maison au bord de la mer, je plongeais dans la vague. C'était les vagues géantes du Pacifique dans lesquelles on plongeait. Et puis après, le soir, on dînait, on dansait, on fumait. Bon, c'était donc un moment très particulier qui a duré quelques mois et qu'évidemment j'ai noté. Mais en même temps, j'ai fait des découvertes sur le plan des idées
qui ont été très importantes pour moi, parce que je peux dire en résumé que jusqu'alors, ce que je faisais, j'essayais de traiter des choses complexes, de voir la complexité des choses, mais je n'avais pas le mot. Et là, ce n'est pas seulement le mot qui m'est venu, mais des penseurs, du reste, qui étaient très marginaux, très peu connus, comme Gregory Bateson, Heinz von Förster, tous ceux, ils m'ont influencé, ce qui fait que quand je suis d'une certaine façon intellectuellement born again, et je suis rentré en France, et l'ensemble, une nouvelle période de mon travail intellectuel. Donc, pour moi, ça a été très intéressant de noter au jour le jour tous ces événements. Et puis, j'ai tenu un journal d'enquête qui n'est pas publié quand j'ai fait une enquête dans une commune en Bretagne. C'était très intéressant de tenir un journal comme instrument de travail. Quand j'ai fait un livre qui s'appelle « Pour sortir du XXe siècle », j'ai écrit le journal d'un livre. Et puis, quand j'ai été invité en Chine en 1991, j'ai fait un journal de Chine. Donc, il y a quelques journaux, mais qui sont toujours liés à des expériences, il y a des découvertes d'un monde autre. Surtout que ce voyage en Chine était d'autant plus intéressant que c'était la nouvelle période qu'avait ouvert Deng Xiaoping, ce changement total qui a donné la Chine d'aujourd'hui. Bon. Et puis, il s'est trouvé qu'en 1993, je crois, mon éditeur Le Seuil m'a demandé de faire le journal pour l'année 94. Il avait demandé du reste à différents auteurs de faire chacun une année. Et moi, ça m'a stimulé parce que finalement, quand j'écrivais un journal, j'aimais bien ça. Et du reste, je fais un journal d'un type assez particulier parce que je ne choisis pas seulement les événements beaux qui m'arrivent ou les beaux films que je vois, les belles rencontres. Je note aussi les petits événements de la vie quotidienne, la banalité, mes repas, parce que j'aime beaucoup manger. Quand je suis content d'un repas, je le dis, et quand je suis très mécontent aussi, je l'exprime. Bref, c'était une chose où il y a un mélange incroyable de ce que l'on peut dire une sorte de tranche de vie, mais dans lesquelles j'ai pu me rendre compte beaucoup plus consciemment qu'avant de quoi était faite une vie quotidienne. Une vie quotidienne, c'est une série de discontinuités. On passe d'une petite chose, du petit déjeuner par exemple, à un coup de téléphone qui vous vient du Brésil, et puis de là, on passe à écrire quelque chose, on a un rendez-vous, la vie est une... Et puis après, je prends des notes, j'écris. C'est-à-dire que je me rends compte que dans cette discontinuité, les petites choses toutes proches vous font des grandes émotions et des grandes choses très lointaines qui devraient vous donner des émotions encore plus grandes, vous donnent des émotions, mais on tente à les oublier. Alors, pour vous donner un exemple, moi j'aime beaucoup les œufs à la coque, les œufs bouillis. Bon. Mais vous savez, j'aime beaucoup l'œuf à la coque parce que quand on coupe la coque, alors on peut tremper du pain et du beurre dans quelque chose d'encore visqueux, qui n'est pas solide, qui n'est plus totalement liquide. Et donc, il faut que il soit cuit à 3 minutes et demie. Et quand j'ai un œuf qui a cuit 4 minutes, je suis très en colère. Je ne suis pas content du tout. Et c'est stupide, mais je pense qu'il fallait noter cette chose stupide pour être dans la vérité de ce qu'on est. On est touché. Alors, c'est en même temps une leçon de sagesse, parce que je me dis, c'est ridicule, il faut que je cesse d'avoir des grandes émotions pour des petites choses secondaires, mais que je garde mes grandes émotions pour les choses vraiment importantes, pas seulement de ma vie, mais dans le monde. Donc, si vous voulez, ça aide à réfléchir là-dessus. Et puis donc, si vous voulez, ces journaux de 94-95, c'est-à-dire les 2 volumes qui sont là,
Ce sont, si vous voulez, des tranches de vie. Des tranches de vie, de ma vie, comme je l'ai dit, avec toutes ces discontinuités, avec aussi des voyages, dont un retour en Californie et un voyage au Japon, puis sans parler Brésil, autres pays européens. Mais en même temps, c'est une période où il y a deux événements tragiques. C'est la guerre de Yougoslavie qui continue. Elle a commencé en 90, elle va se terminer en 95, et c'est la tragédie du Rwanda, un véritable génocide aussi qui arrive. C'est-à-dire que beaucoup croyaient qu'avec la chute de l'Empire soviétique, on allait entrer dans une ère d'harmonie, de paix, etc. Et on se rend compte que c'est une nouvelle ère de barbarie qui commence. Et je dois dire que pour moi, la guerre de Yougoslavie a été une tragédie personnelle. Et pourquoi ? Parce que la Yougoslavie était un microcosme de l'Europe. La Yougoslavie, il y avait à l'est des Serbes qui étaient orthodoxes, qui avaient la culture grecque, byzantine. Vous aviez à l'ouest les Croates qui étaient catholiques et qui avaient subi l'influence romaine et autrichienne. Vous aviez au nord les Slovènes qui étaient aussi différents, et vous aviez en Bosnie des musulmans qui étaient des Slaves convertis, mais qui formaient une importante population. Donc la Yougoslavie, c'était un peu déjà une union en petit de l'Europe, et c'était un pays où il y avait déjà beaucoup de mariages mixtes entre les uns et les autres, et c'est un pays qui a éclaté sous la poussée de nationalismes régionaux, serbes d'abord, croates, et il y a eu la tragédie qu'a subi la Bosnie, le siège de Sarajevo. Du reste, j'ai été à ce siège, mais ce n'était pas la période de ces journaux, c'était un peu avant. Bref, et quand cette Yougoslavie est disloquée, j'ai pensé que l'Europe était morte. Bah, pas l'Europe économique, elle continuait, bon, mais que le rêve d'une Europe unie, d'une Europe qui serait capable d'unir la diversité de ses peuples et ses cultures, cette Europe. Et je vois qu'aujourd'hui, où nous sommes dans une crise de l'Europe, où cette crise qui n'est pas seulement l'absence d'institutions communes, mais cette absence d'institutions communes, elle affecte même l'économie et l'euro, nous nous rendons compte que vraiment, et cette guerre de Yougoslavie était en quelque sorte prémonitrice. Bon. Mais alors, il y a un problème très important qui se posait quand j'écrivais ces journaux. C'est parce que, autant le premier journal que j'appelais le vif du sujet, quand je l'ai écrit, je l'écrivais pour moi-même. C'est 10 ans après que j'ai décidé de le rendre public. Mais le journal que j'ai fait, le journal de Chine, le journal L'année Sisyphe et Aimer, pleurer et comprendre, ce sont des journaux que je savais qu'il allait être publié. Donc c'était le problème, quelle part de vie privée je dois donner ? Mais si je parle des gens, je ne vais pas pouvoir dire des choses nocives, méchantes ou néfastes pour eux. Je dois faire attention. Moi-même, j'ai une part de vie que je garde souterraine. D'abord, dans mes journaux, certains sont peut-être déçus, mais il ne se passe rien au-dessous de ma ceinture. Et puis, bon, il y a une vie d'amour plus ou moins clandestine. Enfin, chacun, n'est-ce pas, a sa part d'ombre, sa part souterraine. Bon, c'est une part qui n'est pas dans ces journaux. Mais, bien entendu, il y a beaucoup de choses privées. Il y a le fait que beaucoup de choses de ma vie privée deviennent transparentes. Et là aussi se pose un problème, mais que moi, non seulement j'ai
assumer pleinement, car je suis un peu, disons, disciple de Jean-Jacques Rousseau, qui écrivait les Confessions et qui essaye de montrer tel qu'il est. Il a cru qu'il disait, d'ailleurs, ce qui est très beau chez Rousseau, il était persuadé qu'il disait toute la vérité sur lui, parce qu'il savait, il était sincère, mais la sincérité ne suffit pas à dire la vérité. Pourquoi? Mais parce que nous-mêmes, nous nous mentons à nous-mêmes, nous nous trompons nous-mêmes. Il y a ce que les anglo-saxons appellent la self-deception, le mensonge à soi-même. Donc j'ai beau être sincère, il se peut que je me joue la comédie. Mais comme moi, je savais ça, et je me suis dit, et que je sais que beaucoup de gens, ils font leur mémoire, ou ils font même publier leur journal, en fait, pour édifier leur propre statut, je me dis, moi, il faut que je me déstatufie. Je ne peux pas être une statue. Je veux montrer que je suis un être commun, normal. Bien entendu, il y a toute une part de moi. Bon, je reçois des honneurs, je fais des conférences, je suis docteur honoris causa. C'est une part, disons, statufiante, si j'ose dire. Mais alors, je montre aussi qu'il y a l'autre part de ma vie. Je suis quelqu'un, je prends à Paris le métro, je prends l'autobus, je fais mon propre marché, j'adore parler au marché avec les fournisseurs, j'ai toute une série de petites bêtises que je fais et que je dis. Bon, donc, si vous voulez, c'est assez difficile. En effet, il faut la transparence, mais il faut savoir aussi un peu faire attention. Bon, ça c'est un problème. L'image, dans le fond, c'est le problème de l'image de soi. Bon, chacun a tendance à vouloir donner une belle image de soi. Chacun il se fait un peu comme la Lune. La Lune montre au monde sa part éclairée, sa part lumineuse. Et puis, il y a la part obscure. Mais c'est comme aussi quand vous avez une histoire d'amour, chacun des deux amoureux montre à l'autre sa part lumineuse. Et puis au bout de quelques temps, parfois quelques semaines, quelques mois, on découvre la part obscure de l'autre. On est tout à fait stupéfait. Et parfois ça conduit à des séparations. Mais c'est ça le problème, cette image de soi. Et donc je pense qu'en assumant ce qu'il y a de banal dans ma vie, ce qu'il y a de trivial, ce qu'il y a d'insignifiant à quoi je donne parfois une importance comme le fait à la coque, tout ceci, ça fait partie de mon entreprise de déstatification. Alors, cela étant dit, donc, ma vie, c'est une vie, une vie individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses qui sont mêlées, inséparables. C'est qu'à la fois, il y a ma propre singularité d'individu qui se manifeste, mais en même temps, il y a ce que j'ai de commun avec tous les autres êtres humains, c'est-à-dire la curiosité, la capacité d'aimer, la révolte, etc. Je suis, si vous voulez, je suis un microcosme d'être humain. Montaigne disait « Chacun porte en soi l'humaine condition ». J'ai en moi la condition humaine à travers pas seulement ma singularité individuelle, mais aussi le fait que je suis dans une société, j'ai été éduqué dans une culture donnée, en France, la culture est française, que je suis dans un temps donné, là c'est la fin du XXe siècle, toutes ces choses-là, ce sont des choses singulières elles-mêmes, mais qui n'empêchent pas que des problèmes universels se posent. Voilà. Alors, là aussi, il y a quelque chose qui s'exprime, mais dont moi-même j'ai essayé de comprendre quand j'ai fait ma conception du sujet humain. Le sujet, c'est celui qui dit « je ». Et quand on dit « je », je me mets au centre de mon monde.
Dire « je », c'est un acte d'égocentrisme au sens littéral. L'ego se met au centre de son monde. Alors, il est évident que nul n'échappe, d'une certaine façon, à un égocentrisme vital. Se nourrir, se défendre, se protéger, se soigner, etc. Bon. Mais si nous étions limités à l'égocentrisme, nous serions tous des monstres d'égoïsme. Or, nous avons un deuxième principe, il n'y a pas seulement le principe du moi, je, vous avez le deuxième principe, c'est celui du nous. Et ce deuxième principe, il apparaît chez le nouveau-né. Le nouveau-né, et surtout maintenant les études sur l'éthologie infantile, c'est-à-dire sur les comportements du nouveau-né qui est beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent qu'on le croit. Le nouveau-né, il a besoin du sourire, il a besoin de la caresse, il a besoin du bercement, il a besoin de l'amour d'autrui. Et le nous va se développer dans la famille, le nous va se développer dans la patrie, le nous va se développer éventuellement dans le parti politique, dans la communauté d'amis. Et le nous, si nous avons une conscience humaniste véritable, le nous, c'est nous, les êtres humains qui sont actuellement sur la planète à l'ère de la mondialisation. Alors, donc, si vous voulez, c'est cette dualité que révèle le journal et dont, évidemment, j'étais d'autant plus conscient que moi, j'avais, dans un livre précédent, essayé de comprendre, de définir cette notion de sujet qui est considérée, jusqu'à présent, à mon avis, de façon toujours superficielle. Bon, alors, cela étant dit, oui, qu'est-ce que j'ai pratiqué, Nancy ? Et c'est ici qu'on peut voir un peu la relation entre ces journaux et, dans le fond, l'ensemble de ma pensée, de mon œuvre. Bon, c'est que je suis animé par une éthique de l'auto-observation. Et là aussi, je la crois nécessaire en fonction du fait de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun croit se connaître et se connaît très mal. Pourquoi il se connaît très mal ? Parce qu'il se masque à lui-même ses carences ou ses défauts et il met en avant ce qu'il croit être ses qualités ou bien une comédie de ses qualités. Chacun, dans le fond, se connaît très mal. Et ce qui est dommage, c'est que dans notre société, dans notre culture, on n'enseigne pas aux enfants à essayer de s'observer en tenant un journal. Moi, si je faisais une réforme de l'enseignement, je dirais aux maîtres de demander aux enfants, dès qu'ils sont en âge d'écrire, de tenir un journal et toutes les semaines d'échanger ces journaux entre eux, de façon à voir comment ils ont vécu les mêmes événements. Parce que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'un même événement, un accident d'automobile, est vu différemment par les personnes qui ont fait le choc, par les observateurs, etc. Nous savons très bien qu'il y a ce problème de la perception. Donc, c'est très important de s'auto-observer pour être capable de mieux observer les autres. Et je pense que si on commence à comprendre que chacun d'entre nous a ses manques, a ses misères, a ses faiblesses, si nous le sentions, eh bien nous serons beaucoup plus compréhensifs pour les faiblesses, pour les erreurs et pour les misères d'autrui. Donc, vous savez, il y a toute une éthique qui est implicite dans ces journaux, mais qui est notamment explicite dans mon livre sur l'éthique, qui est le dernier volume de la méthode. Et je dirais que c'est aussi, ça fait partie de l'éthique de la connaissance. Un principe fondamental aussi que j'ai pu affirmer et développer dans mes ouvrages comme la méthode, c'est de dire que la connaissance d'un objet est insuffisante. Il faut que le sujet qui connaît essaye de s'observer lui-même dans son observation
et c'est de se connaître dans sa connaissance. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'une connaissance n'est jamais une photographie de la réalité. Même une perception visuelle, c'est une transformation, c'est une traduction de toute une série de stimuli photoniques qui nous arrivent à notre rétine et qui sont traduits dans un code binaire et transportés par le nerf optique au cerveau, qui fait une reconstruction. Autrement dit, si je vois les gens de cette salle, mon œil voit les gens du premier rang beaucoup plus grands que ceux du fond de la salle. Ils sont plus petits. Plus quelqu'un est loin, plus il est petit à l'œil. Mais ça, je ne le sais pas parce que automatiquement, mon esprit rétablit la constance perceptive et que je sais que ceux qui sont au fond ne sont pas des nains et ceux au premier rang ne sont pas des géants. Donc, si on sait ça, que toute connaissance est une traduction subie d'une reconstruction, et c'est vrai pour la perception, c'est vrai pour les idées, c'est vrai pour les théories, alors on peut dire, mais il faut connaître un peu ce que fait le traducteur, ce que fait le reconstructeur. Il faut connaître, c'est ce qu'avait déjà fait de son côté le philosophe Kant, et ce que font maintenant un certain nombre de gens qui travaillent sur l'esprit et le cerveau, comme Antonio Damasio ou Jean-Didier Vincent. Donc, si vous voulez, ça fait partie de mon système profond. Pas de connaissance, sans autoconnaissance, par le connaissant. Une boucle permanente, si vous voulez, entre la chose que l'on regarde, que l'on veut voir, que l'on veut connaître, et le sujet connaissant, ce qui nécessite toujours une part d'observation et d'autocritique. Alors, j'ai dit que ces journaux, je le redis d'une autre façon, ce sont des journaux qui s'efforcent d'intégrer l'expérience en conscience, en intelligence. Bon, il est évident que le journal de Californie a contribué à me faire intégrer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, et ce qui fait partie désormais de ma vie. Mais je dois dire aussi que la guerre de Yougoslavie, comme je vous l'ai dit, c'est une expérience très profonde pour moi, qui croyais que l'Europe aurait pu créer une fédération qui aurait été peut-être un modèle pour l'Amérique latine, pour l'Afrique du Nord, pour tellement de pays qui ont besoin de s'unir. Bon, donc, si vous voulez, je pense que tout ceci font partie, disons, tous ces journaux sont profondément intégrés. Je veux dire que, je crois que c'est Nietzsche qui disait qu'il ne faisait pas de différence entre sa vie et son œuvre. Alors que vous avez beaucoup d'universitaires ou d'écrivains qui d'un côté écrivent des très belles choses et d'autre côté ont une vie qui ne correspond absolument rien à leurs idées ou à leurs principes. En ce qui me concerne, ma vie a toujours fécondé mes pensées et mes pensées ont essayé de féconder ma vie. Et je ne peux pas... Et ça, évidemment, c'est venu très jeune, parce que quand j'étais jeune, que j'ai fait la résistance, que j'étais ensuite communiste, que j'étais communiste, tout ceci, ça a été des expériences qui ont été très profondes et dont j'ai essayé de tirer la leçon. De reste, dans un livre qui s'appelle Autocritique, justement, qui est fait d'observation, j'essaie de comprendre comment je me suis converti au communisme pendant la guerre et comment je me suis déconverti ensuite. C'est-à-dire, donc, si vous voulez, il y a, en fait, dans ces journaux, je suis fidèle à mon œuvre. J'essaie de comprendre. Et là, vous savez, il y a un livre qui s'appelle Aimer, pleurer, rire, comprendre. C'est un peu pour marquer l'insuffisance d'un principe qu'avait formulé, pour moi, un des plus grands penseurs qui existent,
qui est Spinoza, pour lequel j'ai non seulement une admiration, mais dont la pensée est fondamentale pour moi. Mais Spinoza avait dit ne pas pleurer, ne pas rire, comprendre. Et moi je dis que l'émotion, la souffrance, l'amour peuvent t'aider à comprendre. Ils n'aident pas toujours et nécessairement, parce qu'un amour peut être aveugle. Hein? Bon, c'est-à-dire que l'amour a besoin d'être un peu aidé par un peu de rationalité. D'ailleurs aussi, une de mes devises, c'est pas de raison sans passion, mais pas de passion sans raison. Bon, c'est comme la souffrance. La souffrance peut nous éduquer à comprendre la souffrance d'autrui. Celui qui a été humilié ou persécuté va comprendre l'autre qui est humilié. Mais parfois, la souffrance ne suffit pas qu'on a vécu pour comprendre celle d'autrui. C'est Victor Hugo qui a dit « Dans l'opprimé d'hier, l'oppresseur de demain ». Et souvent, on a vu des peuples opprimés se transformer en dominateurs et en bourreaux. Suivez mon regard vers le Moyen-Orient. Donc, les problèmes de la compréhension doivent mobiliser les sentiments et la passion. Il n'y a pas une raison froide, il n'y a pas une sagesse froide. Il faut être dans la vie et prendre les risques de la vie. Ça, c'est une première leçon de comprendre. La deuxième leçon, c'est le livre s'appelle « L'année Sisyphe ». Bon, pourquoi ça s'appelle Sisyphe? Parce que j'ai eu l'impression, une fois qu'elle était terminée, qu'il fallait recommencer. Il n'y avait pas la solution en Yougoslavie n'était pas résolue, la Rwanda n'était pas résolue, les problèmes du monde n'avaient aucune avancée. C'était une année riche d'événements, mais on ne sentait aucun progrès, même des régressions. Alors, je dis de ce côté Sisyphe, mais il n'est pas seulement pour cette année. C'est un principe plus général. Moi, je pense que tout doit toujours recommencer, dans le sens, il n'y a rien d'irréversible. Si une démocratie, elle n'est pas irréversible, elle peut se scléroser, elle peut se dessécher, elle peut se dégrader. Il faut qu'elle soit revitalisée. Et mon principe, c'est ceux qui ne se régénèrent pas, dégénèrent. Il y a donc le principe de régénération permanente, mais c'est comme Sisyphe. Il monte avec son rocher, il monte sur la montagne, il arrive en haut et hop, le rocher tombe, il doit recommencer. Mais pendant qu'il a fait le rocher, il fait un travail tout à fait nécessaire, sinon il n'y aurait pas de vie sans ce recommencement permanent. Et puis, il y a cette idée permanente d'affronter la complexité. Et à la fin de mon livre « Aimer, pleurer, etc. », j'ai affaire à la complexité d'un grand homme d'État qui a été président de la République, qui est François Mitterrand. Parce que François Mitterrand meurt. Mais il faut dire que aussi, dans ce journal, ou dans un journal précédent, avant de parler de ça, je dois dire que François Mitterrand, moi je l'ai connu de près dans la Résistance, on était dans le même mouvement, et il m'avait beaucoup impressionné par son courage, je dirais presque sa témérité, son allance. Il avait aussi, ceux qui étaient avec lui étaient vraiment plus que ses disciples étaient vraiment liés à lui, il avait créé un lien. C'est quelqu'un de courageux. Bien entendu, je connaissais ce côté ambitieux, je voyais, mais c'était ces beaux côtés que j'ai connus. Et puis, bon, c'est devenu un homme politique, un homme d'État, il est devenu président, etc. Et il y a un écrivain journaliste qui a voulu faire un livre sur Mitterrand, sur sa jeunesse, une jeunesse française.
parce que Mitterrand, avant d'être résistant, il était à Vichy, comme beaucoup de gens, et qui sont devenus résistants une fois que la zone de Vichy a été envahie par les Allemands en novembre 1942. Bon. Le général Delattre de Tessigny, le général Join étaient eux-mêmes dans l'armée de Vichy. Bon. Alors, donc, cet écrivain, Péan, était venu me voir, et parce que je connaissais des choses, il a fait un livre. Et quand il a fait un livre, il y a eu à ce moment-là beaucoup de gens dans son parti. Comment c'est pas possible, Vichy? Nous, on savait tout ça très bien, mais les nouvelles générations vivent dans une ignorance culturelle. Je ne parle pas seulement des jeunes, des gens qui ont aujourd'hui 40, 50 ans, ils ignorent tout d'un passé pourtant fondamental. Bref, moi j'ai défendu l'honneur de Mitterrand à l'époque où il était très attaqué, lui-même il s'est bien défendu. Et puis, j'ai eu à l'occasion donc de tout ceci, et puis après de sa mort, l'occasion de penser à la complexité de cet homme. D'un côté, c'était un parrain, comme dans le film, le parrain, le padrino, l'autorité. Il avait ses féaux, il était fidèle en amitié, mais fidèle dans ses haines aussi. Il pouvait être capable de tout, du meilleur et du pire. J'ai connu cette époque-là. Et donc, j'essaye, dans les dernières pages de ce journal, de montrer cette complexité, alors que les uns ne voient que le beau Mitterrand, les autres ne voient que le laid Mitterrand, et j'essaye d'essayer de comprendre. Donc, si vous voulez, la complexité, elle est présente dans ces journaux, et donc, vous savez, c'est le grand problème de la vie, reconnaître la complexité de la vie, la complexité humaine. Enfin, je pense que, en lisant ces journaux, après, ça me permet d'essayer de mieux reconnaître ce qui est important de ce qui est secondaire. C'était le but de mon premier journal, d'ailleurs. Mais souvent, je me suis laissé dériver, emporter, disperser. Et puis, j'ai des périodes de reconcentration et de redispersion. Et actuellement, je suis dans une période de dispersion. Mais reconnaître ce qui est important et secondaire, c'est-à-dire, c'est d'autant plus nécessaire à l'âge que j'ai. Et je pense qu'effectivement, c'est l'amour, l'amitié, qui sont les choses les plus importantes. Et aujourd'hui même, j'ai reçu par Internet un communiqué qu'a fait mon ami le dessinateur Ciné. Je ne sais pas, un certain d'entre vous connaissent peut-être Ciné, qui est un dessinateur, un pamphlétaire, caricaturiste, anarchiste. Et il a fait un communiqué parce qu'il souffre en ce moment d'une leucémie aiguë très grave et qui, malheureusement, risque de l'emporter. Alors il commence son communiqué. Il dit, il a dit, la mort m'a appelé, m'a dit, tu viens, chérie? Je lui répondis, crève. Et dans ce communiqué, qui est une chose superbe, il dit, maintenant, dans l'état où je suis obligé de liquider, de me débarrasser de toutes les choses secondaires, de toutes les choses qui ne sont pas importantes, et de garder les importantes. Et les importantes, c'est ça, l'amour, l'amitié, les copains, voilà, la leçon finale.
Merci beaucoup, le grand Edgar Morin. Merci de ce témoignage, de la générosité de nous faire partager vos idées, vos sentiments, votre perception. C'est absolument extraordinaire pour nous tous, devant la présence de tout ce public ici, qui a le plaisir, le bonheur de pouvoir en ce moment partager avec vous toutes vos révélations. Merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire cette occasion que nous avons ici en ce moment. Je dirais que nous sommes tous profondément touchés, émus et reconnaissants de cette opportunité et vous dire que vous pouvez vraiment compter sur cet énorme public si présent et beaucoup d'autres qui nous voient sur Internet dans le monde entier, non seulement dans l'autre salle ici à côté, mais aussi ailleurs, dans ce Brésil, dans le monde entier. C'est un grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, cette occasion mérite ce registre et cette satisfaction, encore une fois, de notre part. Et je veux dire à vous autres tous que c'est une joie de vous avoir ici en ce moment pour partager, nous tous, le plaisir d'écouter Edgar Morin. C'est vraiment un plaisir extraordinaire. Et nous aurons l'opportunité de le revoir parce que c'est enregistré, comme j'ai déjà dit, en plus des publications qui ont été l'objet de toutes ces considérations. Je voudrais, pour finir cette rencontre, vous dire que tout cet effort se doit en grande partie à l'enthousiasme, à la passion d'Edgar Morin d'être présent ici avec nous et toute sa force et son engagement. Il y a beaucoup qui témoignent de ce moment ici et c'est très important de le dire. Bien sûr, je voudrais citer vous tous, tout le monde qui est là. Ce n'est pas possible, mais je voudrais souligner seulement, en plus de toute notre équipe du CESC, tout le monde qui a travaillé dans les plusieurs secteurs, soit pour la publication, les secteurs de publication et toute l'infrastructure nécessaire pour que cela arrive. Je voudrais souligner deux présences importantes et nécessaires pour que vous compreniez la force et le magnétisme d'Edgar Morin. D'abord, Nuri Madfaus, c'est l'une des traductrices qui nous accompagne ici, qui est le personnage qui a toujours permis notre rapport avec Edgar Morin. Et ensuite, la chérie Claudia Fada qui est avec nous, qui est venue de Rio, une employée du CESC, directrice de l'école du CESC à Rio, qui doit aussi à Edgar son initiation, son chemin pour une pédagogie absolument renouvelée. Je sais que ça a été très difficile pour Claudia d'être ici en ce moment, mais merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir ici. Je vous embrasse tous. Edgar, merci beaucoup encore une fois.